Merci beaucoup. Donc, encore une expérience totalement différente de celle qu'on a vue jusqu'à présent. C'est ça qui est vraiment intéressant avec ces retours d'expérience, c'est qu'on balaye vraiment à une diversité de cas. Et là, on va encore avoir quelque chose de différent, puisque Madame Isel, si je ne me trompe pas, vous avez été confronté à une autre problématique dans la masse que vous dirigez à l'époque des faits. En l'occurrence, là, ce sont les parents d'un jeune résident qui se sont plaints dans la presse de ce qui était arrivé à leur fils. Vous allez nous expliquer tout ça. Et donc là, c'est comment est-ce qu'on gère effectivement la question de l'image de l'établissement, tout en étant totalement conscient de la, voilà, aussi de la réalité de la personne, quoi. Donc c'est ça que vous allez nous expliquer maintenant. Alors donc, je vais vous parler donc effectivement de cette situation qui s'est produite au sein de la maison d'accueil spécialisée Clé des Champs. Alors pour vous situer un petit peu, c'est un établissement qui accueille des adultes poly et plurihandicapés selon 3 modalités. L'hébergement permanent pour 30 places, l'hébergement temporaire et d'urgence pour 4 places, et un accueil de jour de 6 places. Depuis peu, s'est rajouté une masse externalisée de 6 places. L'équipe pluridisciplinaire est quand même relativement étayée, puisque c'est 53 équivalents temps plein, avec toutes les professions, à la fois médicales, paramédicales, éducatives, soignantes, administratives, techniques, et une équipe de direction. Alors, il faut voir que cette situation remonte il y a 3 ans, hein, donc c'est pas si vieux que ça. Et tout à l'heure, je m'écoutais dire que ça ravive des souvenirs. Donc l'équipe de l'établissement est une équipe relativement jeune, puisque la masse de Robac a ouvert ses portes en décembre 2011. Donc c'est arrivé il y a 3 ans, donc 6 ans après l'ouverture. L'environnement géographique, c'est un environnement très rural. Et l'établissement était ouvert donc, dans une commune de 2500 habitants, en Moselle-Est. Je vérifie que je me coordonne bien. Alors le point de départ, c'est une situation d'un résident de l'accueil permanent, situation d'automutilation, pendant la nuit. Donc interviennent habituellement 2 aides-soignants la nuit. Ces dernières, avec les verrous de sécurité qui étaient en place quotidiennement, ont effectivement entendu l'automutilation de suite et sont intervenues. Cependant, cette automutilation on va dire, a généré un visible assez important, qui était un œil au coca. Donc, qui est apparu progressivement et, on va dire, en fin de nuit, de manière un peu l'œil du boxeur, quoi, hein. Donc, de là, tout le monde s'est mis effectivement en disant bon, voilà, on va quand même procéder à une hospitalisation, malgré que les constantes étaient prises régulièrement. Enfin, il y avait une surveillance, il n'y avait pas de signe, on va dire, autre que de signes extérieurs physiques. Nous avons donc procédé à une hospitalisation pour, on va dire, vérifier tous les éléments, on va dire s'il y avait quelque chose d'interne ou autre chose qui s'était passé. Évidemment, signaler tout ça à la famille, hein, en donnant l'explication des épisodes d'automutilation, de ce qui s'était déroulé réellement. Donc, quelques heures plus tard, hein, on va dire même en fin de matinée, hein, très rapidement, les examens étaient réalisés, il est sorti, effectivement, il n'y avait pas de traumatisme autre que le visuel, on va dire, qui était quand même, on va dire, impressionnant, hein, autant pour les équipes que je pense pour la famille, pour tout le monde. Donc il n'y avait rien d'autre. Alors, très rapidement, le fait au cœur de la question, bon, après, quelque part, on le pressentait un petit peu parce que la situation du résident était complexe, mais la situation de la famille aussi. Très rapidement, la mise en cause, ça a été une remise en cause de l'équipe de nuit par la famille. Mais dans le sens de qui a fait ça à notre fils ? Pourquoi l'équipe n'a pas empêché ça ? De manière immédiate, est apparue comme une évidence, hein, la nécessité de signaler de toute façon cet événement à l'ARS. D'une part, par clarté, mais en même temps, vu les risques et autres, ça paraissait pour nous en tout cas incontournable. Et de mener en parallèle notre propre enquête interne pour savoir exactement, est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose, est-ce que... Voilà. Alors, par chance, oui, parce que quand même, il y a des choses qui sont bien.
c'est que les outils de transmission existants au sein de l'établissement et très fréquemment, autant que possible renseignés par les équipes, ont permis de retracer tous les détails de l'accompagnement, non seulement cette nuit, mais de toutes les semaines qui passèrent avant, et pas tout à fait des 6, puisqu'on n'allait pas tout de suite à l'ouverture, mais j'allais dire des 4 années qui précédaient on va dire cet incident. En même temps, il y a eu les entretiens avec les professionnels, hein, les uns et les autres ont été entendus. Alors entendus par qui? Mais par l'équipe de direction, déjà pour savoir comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait, enfin, comment ça s'est passé, récupérer d'autres éléments que juste les traces écrites. Hein. Les traces écrites, c'est bien, entendre les personnes, c'est bien aussi, c'est complémentaire. Et finalement, le médecin a tout de suite été mis dans la boucle et a compilé tout un ensemble de comptes rendus médicaux hein, pour la cause. Le tout a été renvoyé à l'ARS qui a très rapidement clos l'incident en estimant que la gestion était conforme. On avait fait tout ce qu'on pouvait faire sur le moment tel qu'on pouvait le faire. Et que, surtout relative à cette situation d'automutilation qui était quand même fréquente. Hein, alors c'est vrai que les effets n'étaient pas visibles comme ça habituellement, mais c'était fréquent et depuis le jeune âge. Donc il avait plus de 30 ans quand il était chez nous. Donc c'est pas quelque chose, c'était en lien avec sa pathologie hein, quand même. Évidemment, cette réponse ne pouvait pas suffire à la famille. De là est arrivée la situation dont je vais vraiment m'arrêter longuement aujourd'hui, ça a été la médiatisation. Alors, la médiatisation de cette situation par la famille, mais en permettant, pas n'importe quoi, mais l'interprétation d'un acte de maltraitance avéré de leur fils. Alors, médiatisation dans la presse locale, les réseaux sociaux, notamment Facebook, et la radio locale. La petite photo, juste pour la parenthèse, pour vous imaginer au grand public qui ne connaît pas du tout en plus la situation ou le handicap, ce que ça pouvait générer, un jeune homme de plus de 30 ans avec un physique d'un enfant de 8 ans et un œil au coca sur les genoux de sa maman. Voilà, je pense que je vous laisse imaginer la suite. Alors ça a été évidemment extrêmement violent. Pour l'ensemble de l'équipe, déjà, tout le monde s'est senti concerné. Pour les résidents accueillis, alors pour ceux qui pouvaient s'exprimer, l'incompréhension était vraiment totale. Hein. La majorité disait, mais nous on est là, on sait, on voit tout, voilà, c'est pas possible, on ne peut pas dire ça, voilà. Donc, pour les familles et les proches des personnes accueillies, et je vais même jusqu'aux familles et proches des salariés. Les faits au cœur de la question, c'était les suivants. Le premier, une impossibilité totale de répondre en donnant des détails de ce qui s'était réellement passé. Il y avait la notion de confidentialité impérative. L'autre élément, c'était la nécessité d'assurer une réponse générique qui soit justement le garde-fou du respect de cette notion de confidentialité à laquelle on ne peut absolument pas déroger. Pour ça, on s'est mis en lien avec la préparation d'un support écrit pour justement se dire, parce que bon, il y a plein d'émotions hein, dans ces situations-là, et l'écrit permettait justement de se dire que l'émotion ne prendrait pas le dessus, on lit ce qu'on a écrit, point. Et ça s'arrête à ça. Et évidemment, on a fait un signalement, mais alors de manière immédiate à l'ARS, parce que là, les risques étaient, on va dire, importants. Hein. C'était tout le monde qui était en jeu. La sécurité de tout le monde et le bien-être de tout le monde était en jeu. On a mis en place tout de même une grande campagne de communication en interne. Tout d'abord auprès des professionnels. Alors pourquoi d'abord auprès des professionnels? Parce qu'il fallait continuer d'accompagner déjà. Donc il fallait soutenir et encourager
à faire les accompagnements comme d'habitude et surtout, surtout, ne jamais répondre aux agressions des réseaux sociaux pour ne pas se mettre à défaut par rapport au respect de confidentialité, toujours. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, à un moment donné, on pouvait quand même lire des choses, et j'y reviendrai tout à l'heure, du type qu'il crève ses professionnels. Voilà, bon, c'est celui qui m'a le plus marqué, je pense que c'est celui qui restera certainement en mémoire, puisque j'assurais personnellement la veille des réseaux sociaux pour éviter que les autres n'aillent dessus. On a mis en place une cellule de soutien psychologique avec une plateforme disponible 24 heures sur 24. Et surtout, on a, j'allais dire, assuré une disponibilité et une présence le plus possible de l'ensemble de l'équipe de direction dans la vie quotidienne, en permanence, pour que toute, on va dire, interrogation, doute, angoisse, colère, puisse être, on va dire, entendue et prise en compte de suite. Communication auprès des résidents. Là, c'est la psychologue de l'établissement qui a vraiment été mobilisée intégralement sur ce volet-là. Et pendant une longue période, pas que tout de suite dans la foulée. Alors auprès des familles, alors là aussi c'est compliqué, rassurer des familles sans pour autant être en capacité d'apporter des éléments confidentiels relatifs à un résident. Et on a mis en place un CVS exceptionnel afin de permettre, pareil, à chacun de s'exprimer, à tous les représentants des personnes concernées de pouvoir échanger. Cette situation a donc fait l'objet d'un double signalement. Les enjeux, le premier, j'y reviens, c'est la violence verbale par de parfaits anonymes à l'encontre des équipes. Là, je leur cite qu'ils crèvent ces professionnels. J'espère qu'on leur fera la même chose, sans que ces derniers puissent répondre ou apporter des éclairages. Alors, le premier risque important, il y avait un risque de burn-out. Il y avait le risque de mise à défaut du respect de la stricte confidentialité, l'inquiétude et l'angoisse des familles. Mais surtout aussi, et là réellement, ça nous touchait tous, c'était l'image de l'établissement. En milieu rural, tout le monde se connaît et tout le monde connaît tout le monde. Évidemment, la famille a déposé plainte, malgré les conclusions de l'ARS et des médecins. L'audition, une nouvelle fois, nouvelle violence, nouveau traumatisme. Tous les professionnels concernés et présents le jour de l'événement ont été auditionnés. J'ai donné mes empreintes. Alors, malgré des services de police extrêmement bienveillants, et ça, il faut le souligner, ils étaient vraiment extrêmement bienveillants. Ça a à nouveau généré de l'incompréhension, de l'insécurisation dans le cadre de l'exercice des professions. Chacun se disait, mais à un moment donné, mais comment on va faire si à chaque fois c'est comme ça? Donc finalement, le signalement apparaissait vraiment comme un incontournable dans cette situation. Alors un point positif qu'on peut quand même tirer, c'est qu'on a fait un premier signalement qui nous a permis très rapidement, et dans le déroulé de l'action, de récolter et de capitaliser un dossier qui était un socle objectif de tout ce qui avait été mis en œuvre. Et ça, c'était important. Même si ça ne l'était pas forcément, on va dire, au niveau des signalements qu'on fait à l'ARS ou autre, mais pour nous, personnellement, c'était extrêmement important. Donc la décision, c'est le directeur de l'établissement, mais pas seul. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, c'était aussi avec la direction régionale et avec des va-et-vient en permanence avec les services juridiques du siège. Ce qui m'a valu d'ailleurs de très bien connaître le son de voix de Linda, sans connaître forcément son visage.
Mais c'était extrêmement important parce que dans ces cas de figure, c'est pas que la décision, c'est aussi le soutien de la décision. Et être rassurant au quotidien dans ces contextes-là avec les équipes, c'est tenable si à un moment donné, on a aussi quelqu'un qui rassure d'un autre côté. Alors la décision, donc au-delà du signalement, ça a été de protéger les personnes accueillies, protéger les familles, protéger les professionnels. Alors on a mis en place une véritable cellule de soutien, d'écoute. Et là où finalement on aurait pu se disperser, on s'est consolidé. On a assuré et maîtrisé toute communication vers l'extérieur, toujours avec le soutien des services juridiques et de communication du siège. On a assuré et suivi une veille des réseaux sociaux, afin que jamais aucun nom de professionnel ou relatif à l'établissement, puisqu'on nommait la masse située, voilà, bon, soit nommé. Alors dans un petit contexte, ça suffit pour savoir, il n'y en a qu'une, donc de toute façon, c'est pas la peine de la nommer. Les conséquences. Alors il y en a eu plusieurs. La première, le résident concerné est revenu en famille. La seconde, pour les professionnels, il y a eu le sentiment d'insécurité face à l'accueil de nouvelles situations complexes. Le traumatisme de la médiatisation. Un risque avéré de sur-sécurisation des accompagnements. La peur de laisser quelqu'un seul. La peur de défendre les souhaits des résidents, si différents de ceux de la famille. Un épuisement émotionnel et psychologique des équipes face à la médiatisation. Et dans équipe, je m'englobe. Mais cette expérience, malgré les traumatismes engagés, a mis en évidence aussi les points forts de l'établissement. Le premier point fort, c'est l'ouverture de l'établissement sur l'extérieur, famille y compris. On s'est toujours obligé à maintenir des visites totalement libres et non prévues des familles au sein de l'établissement, et ce depuis l'ouverture. Dans le respect évidemment de la vie privée des autres, bon, ça c'est un incontournable, mais ça a toujours été possible. Même le soir à 21h30, même à des temps où normalement, voilà, on est parti sur le principe qu'on est sur un public adulte et que chez soi, on détermine soi-même les propres règles de visite. Mais aussi, on va dire une grande ouverture sur l'extérieur avec le tissu associatif local. Beaucoup de sorties extérieures, beaucoup de partenariats locaux, beaucoup d'animations communes. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que les familles ont très rapidement rebondi suite à ce traumatisme de médiatisation et témoigné leur soutien et leur confiance. On est souvent là, on sait ce que vous faites. On connaît aussi chaque résident, ses caractéristiques et ses difficultés, pour dire respectueusement que on sait que c'était une situation complexe et que vous ne pouvez pas faire de miracle. On est avec vous et on sera là. Les partenaires en ont finalement fait de même. Les associations locales, les établissements partenaires, même la MDPH a passé un coup de fil. Ça c'est... Je savais que ça allait vous plaire, ça. La commune, les élus locaux. Ça a mis en avant également un autre point positif, le travail en équipe. Avec autant en interne qu'en externe. On s'est rendu compte que dans ces moments difficiles, tout le monde a fait bloc. On n'a pas trahi le secret professionnel. On n'a pas répondu sur Facebook, même si ça démangeait. Ça démange des fois encore. Mais on ne l'a pas fait. Et on est allé de l'avant et on a construit l'avenir à partir de là.
toujours en lien et on s'est vraiment soutenu tant au niveau de la direction régionale, mais j'allais dire au-delà des directeurs régionaux, parce que c'est arrivé en plein été, donc vous imaginez bien, les gens sont en vacances. Donc, mais peu importe qui on appelait, ou en tout cas moi j'appelais aussi vers l'extérieur, les services juridiques ou Tecom, tout le monde était là, était à l'écoute et était soutenant. On dit toujours que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on se rend compte l'équipe qui est autour. Et bien là, je confirme. Donc j'arrive sur la fin. Alors la première conclusion qu'on peut faire, c'est que au regard de la médiatisation, nous ne maîtrisons rien. Et que les réponses qu'on peut apporter ne peuvent être que des réponses concernant les valeurs, l'éthique, de manière générique sur ce qu'on fait, parce qu'on ne pourra jamais donner de détails concernant des situations qu'on accompagne. L'autre enseignement, c'est les réseaux sociaux. Alors ça, je pense que tout le monde le sait, ça reste complexe. Hein. C'est d'une extrême violence, puisque chacun peut mettre ce qu'il veut, d'où il veut, comme il veut, sans savoir grand-chose finalement de la situation. Et ça se diffuse à une rapidité extrême. Alors pour poursuivre les accompagnements, tout en rassurant les équipes, notamment par rapport à la sursécurisation et aux situations complexes, des rencontres mensuelles qui, je sais, existent toujours et sont toujours d'actualité, je pense, autour de la gestion de situations complexes et notamment de fin de vie, sont réalisées. Parce que le souhait des personnes, c'est de plus en plus de faire leur fin de vie dans les établissements et surtout d'y décéder. C'est leur lieu de vie. Et pour pouvoir permettre, malgré tout ça, d'y répondre, eh ben, il fallait aussi s'en donner les moyens et d'être tous équipe autour d'une situation. Au niveau des risques accrus pour les professionnels, ont été mises en place des séances de relaxation, l'intervention d'un ostéopathe et une instance de réflexion, la clé de la bientraitance, qui n'est pas ouverte que pour les professionnels, mais pour les familles et les résidents, où on peut venir déposer un doute, une question, une interrogation, une crainte. Voilà. Et finalement, là où on aurait pu dire on commence à avoir peur de travailler avec les familles, on ne veut plus, et bien finalement, on a mis en place des sorties et des séjours avec les résidents et leurs familles, et les professionnels, et s'y aller depuis peu, jusqu'à 15 jours au Canada, 5 professionnels, 5 résidents, 5 familles. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci de votre attention. Merci beaucoup effectivement pour ce retour d'expérience qui, on sent, et reste encore très sensible pour vous. Donc merci beaucoup. On va continuer toujours sur cette question effectivement donc des conséquences de la gestion